En soins infirmiers, on utilise des solutés quotidiennement, presque machinalement. Mais connais-tu vraiment les différents types de solutés? Sais-tu dans quelle situation il faut privilégier un soluté plutôt qu'un autre? Et quels sont les risques associés à leur utilisation? Beaucoup d'étudiants se sentent perdus face à ces questions. Pourtant, savoir faire la différence entre hydratation et remplissage, ou comprendre les différences entre les solutés isotoniques, hypotoniques et hypertoniques est indispensable pour garantir la sécurité des patients. Bien sûr, leur administration repose sur une prescription médicale ou un protocole, mais en tant qu'infirmier, il est important de comprendre leur rôle. Cette connaissance permet d'assurer une surveillance efficace, d'anticiper les complications et d'éviter les erreurs, notamment en respectant les débits prescrits. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur les solutés, les différents types, leurs principales indications et surtout les précautions à prendre pour éviter les erreurs potentiellement grave. Pour aller plus loin, on a conçu un guide complet avec des professionnels de santé que tu peux retrouver en tapant guide soluté sur Google ou via le lien dans la description. Je m'appelle Clément, je suis infirmier et le fondateur de Rustonifsi. Si on a créé cette vidéo avec mon équipe, c'est parce que j'aurais adoré comprendre ces notions dès l'IFSI. Elles sont restées floues pour moi pendant longtemps, alors je veux t'aider à y voir plus clair. Si cette vidéo t'est utile, pense à t'abonner, à la liker, c'est gratuit et ça nous encourage énormément et ça nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour mieux accompagner les infirmiers et les infirmières de demain. Pour bien comprendre les solutés et leur impact sur l'organisme, il est essentiel de connaître la répartition de l'eau dans le corps humain et de comprendre le phénomène d'osmose. L'eau représente environ 60% du poids corporel et se répartit dans les compartiments suivants. Le secteur intracellulaire, environ 2/3 de l'eau totale. Il s'agit de l'eau contenue à l'intérieur des cellules, indispensable à leur fonctionnement. Ce compartiment est riche en électrolytes, en protéines et en organites qui jouent un rôle clé dans le métabolisme cellulaire. Le secteur extracellulaire, environ 1/3 de l'eau totale. Il comprend deux sous-secteurs essentiels, l'espace interstitiel situé entre les cellules. Il permet les échanges et assure le bon fonctionnement des tissus. Et le secteur vasculaire ou plasmatique, il correspond à l'eau contenue dans les vaisseaux sanguins. C'est dans ce compartiment que circulent les nutriments, l'oxygène et les déchets transportés par le sang. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'un soluté injecté ne se répartira pas de la même manière selon sa composition. Certains restent majoritairement dans les secteurs vasculaires, d'autres diffusent dans les tissus ou pénètrent à l'intérieur des cellules. Comprendre cette répartition permet d'adapter l'utilisation des solutés et d'anticiper leur effet sur l'organisme. Maintenant que nous avons vu comment l'eau est répartie dans le corps humain entre les différents secteurs, il faut que tu comprennes la notion d'osmose. L'osmose, c'est le déplacement de l'eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu où la concentration en soluté est la plus faible, donc hypotonique, vers le milieu où la concentration en soluté est plus élevée, hypertonique. Le but est d'équilibrer les concentrations en soluté entre les deux compartiments. Pourquoi ? Parce que le corps cherche toujours à équilibrer la concentration en soluté entre les différents compartiments comme le plasma, les cellules et le liquide interstitiel. Un exemple concret pour bien comprendre. Imagine un bocal rempli d'eau, divisé en deux par une membrane fine qui laisse passer l'eau, mais pas le sel. D'un côté, il y a de l'eau pure, sans aucun ajout, donc le milieu hypotonique. De l'autre, on ajoute du sel, ce qui augmente la concentration en sel dans ce compartiment et le rend hypertonique. Que va-t-il se passer? L'eau va naturellement traverser la membrane pour aller vers le compartiment contenant du sel, afin de diluer la concentration pour rétablir un équilibre. Dans le corps, c'est exactement le même phénomène. Si on administre un soluté hypertonique, il va attirer l'eau des cellules vers le plasma, ce qui peut provoquer leur déshydratation. A l'inverse, si on administre un soluté hypotonique, l'eau va entrer dans les cellules et induire un œdème. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant en tant qu'infirmier ou infirmière par rapport aux solutés que l'on administre aux patients. Une mauvaise compréhension de ces mécanismes peut avoir des conséquences graves. Par exemple, imagine que tu injectes de l'eau pure en intraveineuse à un patient. Ça peut sembler anodin, mais en réalité tu viens de provoquer une hémolyse. Sans soluté adaptée, les globules rouges éclatent sous l'effet de la différence de pression osmotique, ce qui peut entraîner le décès du patient. Un dernier point essentiel à retenir, la tonicité d'un soluté est définie en comparaison avec celle du plasma sanguin. Le plasma sert de référence et il est considéré comme isotonique, à environ 300 milliosmoles par litre. Nous allons maintenant voir en détail les solutés isotoniques, hypotoniques et hypertoniques, leurs caractéristiques et leurs indications précises en soins infirmiers. Un soluté isotonique est une solution dont l'osmolarité est proche de celle du plasma sanguin, soit environ 280 à 310 milliosmoles par litre. Ce type de soluté ne modifie pas significativement les échanges hydriques entre les compartiments du corps, car il n'entraîne pas de mouvement massif d'eau entre le secteur vasculaire et les cellules. Les solutés isotoniques appartiennent à la catégorie des cristalloïdes, c'est-à-dire des solutions composées d'eau et de petits ions, sodium, potassium, chlore, glucose. Ces particules diffusent facilement à travers les membranes cellulaires et se répartissent rapidement entre les secteurs vasculaires et interstitiels. Cela signifie qu'après administration, une partie du soluté reste dans le sang, tandis qu'une autre diffuse dans les tissus. En pratique, les solutés isotoniques sont les plus utilisés en soins infirmiers, notamment pour l'hydratation et le remplissage vasculaire. Toutefois, leur expansion plasmatique est limitée, car une grande partie du volume perfusé diffuse hors des vaisseaux après administration. Avant d'aller plus loin, il est important de clarifier un point qui porte fréquemment à confusion, la différence entre remplissage et hydratation. Un remplissage vasculaire consiste à augmenter le volume sanguin circulant
notamment en cas de choc hypovolémique ou d'hypotension, afin de restaurer une perfusion efficace des organes. A l'inverse, l'hydratation a pour objectif de compenser les pertes hydriques dues à la sudation, au vomissement ou à la diarrhée, sans impact direct sur la pression artérielle. Ces deux objectifs sont bien distincts et le choix du soluté dépend du contexte clinique du patient. Voici les principaux solutés isotoniques. Le chlorure de sodium 0,9% ou NaCl 0,9%. Le chlorure de sodium 0,9%, aussi appelé sérum physiologique, est l'un des solutés les plus couramment utilisés en soins infirmiers. Il est prescrit pour compenser les pertes hydriques, corriger une hypotension ou diluer certains médicaments injectables. Bien qu'il soit appelé physiologique, il ne correspond pas exactement à la composition du plasma sanguin. Sa formulation se limite au sodium et au chlore sans autres électrolytes, ce qui peut poser problème en cas de perfusion prolongée ou en grande quantité. En effet, son apport important en chlore peut induire une acidose métabolique hyperchlorémique, un déséquilibre acido-basique où le pH sanguin devient trop acide. Cela s'explique par l'absence d'ion tampon dans sa composition. Pour cette raison, chez les patients nécessitant une expansion volémique prolongée, d'autres solutés plus physiologiques comme le ringéralactate sont généralement préférés. Le ringéralactate est une alternative utilisée en réanimation et en chirurgie. Contrairement au sérum physiologique, il est formulé pour mieux respecter l'équilibre électrolytique du plasma sanguin. Il contient du sodium et du chlore, du potassium, du calcium et du lactate. Ce dernier est transformé par le foie en bicarbonate, un tampon naturel qui permet de maintenir un pH stable et d'éviter l'acidose hyperchlorémique. Grâce à cette composition plus proche du plasma, le ringéralactate offre un remplissage plus physiologique et limite les effets indésirables liés à l'administration de grandes quantités de sérum physiologique. Toutefois, il n'est pas adapté à tous les patients. Son utilisation est contre-indiquée en cas d'insuffisance hépatique sévère car le foie ne pourra pas métaboliser efficacement le lactate, ainsi qu'en cas d'hypercalémie en raison de la présence de potassium dans sa composition. Son administration doit donc être soigneusement évaluée en fonction du contexte clinique du patient. Le glucose 5% ou G5% est utilisé pour l'hydratation et l'apport énergétique, notamment chez les patients ayant un apport nutritionnel limité. Il sert également de support de dilution pour certains médicaments injectables. Cependant, son administration nécessite une vigilance particulière. Le glucose 5% est isotonique en sortie de poche, mais après perfusion, le glucose est rapidement métabolisé, laissant une solution d'eau pure qui devient hypotonique. Cela favorise une entrée d'eau dans les cellules et peut entraîner un œdème cérébral, notamment en cas de traumatisme crânien ou d'ischémie cérébrale. C'est pourquoi il est contre-indiqué dans ces situations. Il doit également être utilisé avec prudence chez les patients diabétiques, car il peut provoquer une hyperglycémie. Enfin, il est totalement inefficace pour le remplissage vasculaire. En effet, sur 1 litre perfusé, seule une infime quantité reste dans le plasma. Son utilisation est donc inadaptée en cas d'hypovolémie. Pour restaurer efficacement le volume vasculaire, le NaCl 0,9% est bien plus approprié. Un soluté hypotonique est une solution dont l'osmolarité est inférieure à 280 milliosmoles par litre, ce qui signifie qu'elle est moins concentrée en soluté que le plasma sanguin. Lorsqu'un tel soluté est administré, il provoque un déplacement de l'eau vers l'intérieur des cellules, qui se gorge progressivement de liquide. Le risque principal et le plus grave est l'œdème cérébral, qui peut entraîner une hypertension intracrânienne, HTIC, avec des conséquences potentiellement fatales. C'est pourquoi l'utilisation des solutés hypotoniques doit être strictement encadrée. Ils ne doivent jamais être perfusés en grand volume ou à débit rapide. Le glucose 2,5% est un soluté hypotonique, utilisé principalement pour une réhydratation douce, notamment pour les patients diabétiques, car il contient une faible quantité de glucose, ce qui limite les risques d'hyperglycémie. Il est prescrit pour corriger des pertes hydriques légères, par exemple après des vomissements ou une déshydratation modérée. Cependant, sa perfusion doit être strictement contrôlée, car un apport excessif d'un soluté hypotonique peut provoquer un œdème cérébral en raison de l'entrée massive d'eau dans les cellules du cerveau. C'est pourquoi son administration intraveineuse doit être prudente et ne jamais se faire à débit rapide. L'eau stérile pour préparation injectable, EPPI, est utilisée pour diluer et reconstituer certains médicaments injectables. Elle est indispensable pour préparer des solutions destinées à l'injection intraveineuse ou intramusculaire, mais elle ne doit jamais être administrée seule par voie intraveineuse, sous peine de provoquer une hémolyse immédiate. En effet, l'eau pure, totalement dépourvue de soluté, entraîne une entrée massive d'eau dans les globules rouges, qui gonflent jusqu'à éclater. C'est pourquoi, avant toute administration intraveineuse, le PPI doit toujours être mélangé avec un soluté adapté. Son utilisation est donc strictement limitée à la préparation des médicaments injectables et aux dilutions précises définies dans les protocoles médicaux. Un soluté hypertonique est une solution dont l'osmolarité est supérieure à 350 milliosmoles par litre, ce qui signifie qu'il est plus concentré en soluté que le plasma sanguin. Lorsqu'un tel soluté est administré, il crée un appel d'eau depuis l'intérieur des cellules vers le plasma et entraîne donc leur déshydratation. Ce phénomène est utile dans certaines situations cliniques précises,
mais présentent également des risques importants, notamment en cas d'administration trop rapide ou en trop grande quantité. Pour éviter les complications, ces solutés sont souvent diluées dans une solution isotonique ou administrées à débit très lent sous surveillance stricte. Le glucose hypertonique, 10% ou 30%. Les solutions de glucose hypertonique sont principalement utilisées pour corriger une hypoglycémie sévère, en apportant une source d'énergie rapidement utilisable par l'organisme. Le glucose 10% est généralement utilisé en première intention, tandis que le glucose 30% est réservé aux situations d'urgence lorsqu'une correction rapide est nécessaire. Cependant, ces solutions doivent être administrées avec précaution, car leur caractère hypertonique peut entraîner une déshydratation cellulaire. Une perfusion trop rapide peut provoquer des troubles ioniques et des variations brutales de la glycémie. Elles sont donc prescrites et administrées sous surveillance stricte pour éviter ces effets indésirables. Le mannitol est un soluté hypertonique utilisé pour réduire l'œdème cérébral et traiter l'hypertension intracrânienne. Son effet osmotique attire l'eau hors des cellules cérébrales, ce qui permet de diminuer la pression intracrânienne en cas de traumatisme crânien, d'accident vasculaire cérébral ou de pathologie neurologique sévère. En plus de son action sur l'œdème, il a un effet diurétique, car il augmente l'élimination rénale de l'eau et des électrolytes, et contribue ainsi à la réduction de la surcharge liquidienne. Cependant, le mannitol doit être administré avec prudence, car un excès peut entraîner une déshydratation excessive du compartiment intracellulaire, une insuffisance rénale ou des déséquilibres électrolytiques. Il est donc toujours administré sous stricte surveillance clinico-biologique. Les solutions de NaCl hypertoniques sont utilisées pour traiter les hyponatrémies sévères, c'est-à-dire les baisses importantes du taux de sodium dans le sang. Leurs effets osmotiques permettent de corriger rapidement le déficit en sodium et d'éviter les complications neurologiques associées. Les solutions de NaCl hypertoniques sont utilisées pour traiter les hyponatrémies sévères, c'est-à-dire les baisses importantes du taux de sodium dans le sang. Leur effet osmotique permet de corriger rapidement le déficit en sodium et d'éviter les complications neurologiques associées, comme l'œdème cérébrale. Cependant, leur utilisation doit être rigoureusement contrôlée, car une correction trop rapide peut provoquer un syndrome de myélinolyse sans tropontine, une complication neurologique grave due à un déséquilibre osmotique brutal. Ces solutions sont donc toujours administrées sous surveillance stricte en milieu hospitalier. Si le choix de soluté est essentiel pour une prise en charge adaptée, il est tout aussi important de veiller aux compatibilités des solutés avec les médicaments administrés. Lorsqu'un médicament est administré par voie intraveineuse, il peut interagir avec le soluté dans lequel il est dilué ou avec un autre médicament perfusé simultanément. Ces incompatibilités physico-chimiques sont un enjeu majeur en soins infirmiers, car elles peuvent altérer l'efficacité des traitements et mettre le patient en danger. Pourquoi est-ce important ? Une incompatibilité peut entraîner des réactions chimiques indésirables, modifier la structure des substances administrées et générer des risques pour le patient. Ces interactions se manifestent sous différentes formes. Formation d'un précipité, rendant la perfusion opaque, changement de coloration indiquant une réaction chimique, dégagement gazeux pouvant provoquer des embolies gazeuses, modification du pH altérant la stabilité du médicament, diminution de la concentration du principe actif rendant le traitement inefficace. Les conséquences cliniques peuvent être graves, obstruction des cathéters, perte d'efficacité des médicaments, formation de dérivés toxiques, risque d'embolie ou dépôt de cristaux dans les organes vitaux, comme les poumons ou les reins. Certaines associations sont formellement contre-indiquées, car elles génèrent des précipités dangereux ou rendent les médicaments inefficaces. La ceftriaxone et le ringerlactate forment un précipité mortel dû à une interaction avec le calcium du ringerlactate. Le bicarbonate de sodium et une solution acide entraînent la formation de gaz pouvant entraîner des complications vasculaires. Le phosphate et le calcium peuvent entraîner une précipitation avec un risque élevé d'obstruction des cathéters et de complications systémiques. Comment éviter ces incompatibilités? En tant qu'infirmier et infirmière, il est essentiel de toujours vérifier la compatibilité des médicaments avant de les administrer. Pour cela, consulte une base de données spécialisée, comme le Vidal pour vérifier les associations possibles. Respecte les dilutions et les solutés recommandés pour chaque médicament. Évite de mélanger des médicaments dans une même perfusion sans une confirmation préalable de la compatibilité. En cas de doute, toujours demander l'avis du pharmacien hospitalier. Maintenant, j'espère que tu y vois plus clair sur les solutés et leurs utilisations en soins infirmiers. En pratique, le choix du soluté dépend toujours de l'indication médicale et du contexte du patient. Les infirmiers et les infirmières jouent un rôle clé dans l'administration et la surveillance des perfusions, et cette compréhension permet d'anticiper les risques et d'adapter la prise en charge. Si tu veux approfondir le sujet, tu peux retrouver notre article complet en tapant soluté infirmier sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Enfin, si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker et à t'abonner. C'est la meilleure façon de nous remercier et de nous encourager à continuer à produire des ressources de qualité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec encore plus de conseils pour réussir ton IFSI. À très vite.